Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre et nous allons parler de violences faites aux femmes et aux filles à travers le monde. Nous allons donc faire un peu le tour du monde sur ce sujet à travers des échanges, à travers des interviews de plusieurs personnes, donc de continents différents. Et nous commençons avec la Côte d'Ivoire, avec Ketela Soroko, une jeune juriste très impliquée, très engagée contre ce fléau. Alors, on l'écoute. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis Ketela Soroko, présidente de le réseau Côte d'Ivoire, juriste de formation et féministe blogueuse sur les réseaux sociaux. Ketela, tu es aussi présidente fondatrice de l'association Le Réseau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association? L'association Le Réseau a pour ultime but de pouvoir aider les femmes victimes de violences, que ce soit violence physique, morale ou sexuelle, et de leur apporter assistance financière, assistance psychologique aussi, assistance juridique. Donc, on essaie de pouvoir pallier au niveau des 3 domaines. Et on est bien d'accord que cette association œuvre spécifiquement et principalement en Côte d'Ivoire. Oui, pour l'instant, l'association Le Réseau est uniquement en Côte d'Ivoire. Donc, s'occupe des femmes ivoiriennes qui vivent en Côte d'Ivoire aussi. Donc, c'est assez centré à Abidjan, mais on a aussi des bénévoles à Amman, à Yamoussoukro, à Dabou et aussi à Bassam. Donc, on essaie de s'accentuer un peu dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. On verra peut-être à l'extérieur. Ok. Alors, d'où vient cette volonté-là de créer cette association et spécifiquement justement pour les violences faites aux femmes et en Côte d'Ivoire, pourquoi pas ici en France, dans la diaspora ivoirienne qui se trouve en France? Déjà parce que faut savoir qu'il y a un grand manque en Côte d'Ivoire. C'est justement parce qu'il y avait ce manque-là que j'ai décidé de créer cette association. Il y a beaucoup d'associations, mais qui ne font pas spécialement ce que je fais, c'est-à-dire cette assistance éco-psychologique et assistance financière et juridique pour ces femmes victimes de violences. Et aussi parce que je me suis rendu compte que, en tant que féministe, il fallait que je trouve une cause que je pourrais facilement lutter, une cause que je pourrais facilement m'occuper de ça. Donc, je choisis directement les femmes victimes de violences, que ce soit des violences conjugales, sexuelles ou physiques ou psychologiques. Donc, c'est pourquoi, en fait, en Côte d'Ivoire, pourquoi pas ici, dans la diaspora ivoirienne, en France, étant donné que tu es dans le milieu aussi estudiantine? Oui. Mais comme je l'ai dit, en fait, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, même, il n'y en avait pas des associations qui s'occupaient de ça. Parce que j'ai une bonne audience en Côte d'Ivoire et quand j'avais des cas, je ne savais pas à qui me retourner parce que je me rendais compte que, contrairement à ici en France où dans chaque ville, il y a des associations féministes qui peuvent s'en occuper, en Côte d'Ivoire, il n'y en avait vraiment pas quand j'ai décidé de créer le réseau. Donc, c'était pour moi l'urgence, il fallait le faire le plus tôt possible et je l'ai créé en même temps. D'accord. Donc, la spécificité de, si on peut dire ça comme ça, de l'association Le Réseau par rapport aux autres associations qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont basées en Côte d'Ivoire, c'est bien le fait que vous apportez vraiment le soutien psychologique et un suivi psychologique, en fait, au-delà de tous les autres aspects que le réseau prend en compte. Oui, c'est surtout ça. C'est parce qu'on s'est rendu compte que il y avait beaucoup d'associations qui essayaient d'aider seulement le côté finance ou juridique, mais le côté écoute ou psychologique, on n'avait vraiment pas. Oh, la première chose quand on est victime de violence, c'est surtout ça. Il faut vraiment s'occuper directement de la guérison mentale de la victime et il n'y en avait vraiment pas. Et c'était pour moi très, très important d'essayer de lancer une association avec des bénévoles qui pourraient être disponibles pour écouter ces femmes victimes de violence. Est-ce que, à travers l'association Le Réseau, tu as pu déjà remarquer, constater qu'il y avait une violence qui sortait du lot par rapport aux autres? C'est plutôt pendant mes cas de Le Réseau, j'ai eu une grande majorité de violences sexuelles. C'était des viols, des agressions sexuelles. Et le grand problème, c'est qu'une grande majorité de ces victimes-là ne connaissaient vraiment pas ce qu'elles avaient vécu. Elles n'avaient pas de nom à mettre sur ce qu'elles avaient vécu. Il y avait des gens qui n'arrivaient pas à faire la différence entre agression sexuelle et viol, et même entre des attouchements et aussi des viols. Donc, c'est tout un système de rééducation de ces personnes-là, mais aussi de la jeunesse et de cette génération-là. Donc, les violences sexuelles sont énormes. En Côte d'Ivoire, sont vraiment énormes. Mais il y a aussi les violences conjugales qui sortent du lot. On peut encore parler, même dans le cadre des violences conjugales, du viol conjugal aussi, par exemple. Oui.
Le viol conjugal existe bel et bien. C'est un viol qui est commis entre époux, entre petits amis, entre fiancés, entre toute personne qui a une relation avec une autre personne. Donc, oui, le viol conjugal, il existe vraiment. C'est juste que les gens n'ont vraiment pas cette définition-là. Ils n'ont pas cette notion de viol conjugal. D'autres personnes pensent que le fait d'être en couple avec quelqu'un les autorise à avoir directement des rapports sexuels, même lorsque la personne n'a pas envie. Alors que dès l'instant qu'on a un problème, on a un défaut de consentement, on rentre directement dans l'agression sexuelle ou le viol. Justement, cette partie-là de violence aussi, enfin de violence conjugale aussi, durant certaines affaires qui ont été très populaires sur les réseaux sociaux, on a pu entendre beaucoup de personnes qui disaient mais il s'agit pas en fait de violence conjugale parce que ils sont pas mariés. Oui, ça aussi, c'est un problème de notion, toujours. Les gens pensent que lorsqu'on parle de violence conjugale, c'est forcément dans le cadre matrimonial, c'est-à-dire qu'il faut directement qu'il y ait mariage juridique ou mariage à la mosquée ou à l'église. Alors que dès l'instant qu'on est en couple avec quelqu'un, dès l'instant qu'on a un petit ami, un fiancé ou je ne sais quoi, et que cette personne-là nous porte main, on est directement dans le cas de violence conjugale. Il faut direct qu'il y ait une personne en couple. Il faut que les deux soient en couple et qu'un porte main à l'autre pour parler de violence conjugale. Donc, c'est, on va dire, un rapport entre un homme et une femme qui ont de l'affection l'un pour l'autre. On dira ça comme ça parce que faut dire que en Côte d'Ivoire, on a beaucoup plus de concubinage que de mariage aussi. Donc, faut pas qu'on essaye de banaliser cela pour dire que vu que ce n'est pas dans le cadre du mariage, on peut pas parler de violence conjugale. Du coup, tout ce cadre-là rentre effectivement dans les violences conjugales. Il y a une méconnaissance de toute évidence de déjà les notions de violence, quelles sont les violences qui existent. D'ailleurs, j'en avais parlé en septembre dernier, j'avais fait une vidéo là-dessus sur les différents types de violences qui existent. Et puis, il y a une méconnaissance aussi de qu'est-ce que chaque terme signifie. Donc, de ton point de vue, de ton côté, comment est-ce qu'on peut faire pour justement sensibiliser, pour informer ou éduquer les personnes, avoir une meilleure connaissance de tout ça en fait? Comment on le fait, on essaie de faire comme on le peut. C'est surtout revenir sur la rééducation de cette génération. La rééducation, c'est de nos parents, faut le dire aussi. Parce que c'est eux qui apportent la connaissance à leurs enfants. Du coup, ils ont reçu une éducation et ça va être une continuité. Faut faire une sensibilisation sur le terrain, une sensibilisation sur les réseaux sociaux comme nous autres. Parce que moi, je travaille essentiellement avec les réseaux sociaux. Ça me permet d'avoir accès à un grand nombre de personnes. Il faut favoriser le débat. Il faut favoriser la liberté de pouvoir l'exprimer, de pouvoir s'exprimer. Et pour qu'on puisse mettre des noms sur des actions. Parce que le fait de ne pas sortir du silence continue en fait de rester dans un domaine où d'autres n'ont pas connaissance de l'existence de ce fléau-là. Donc, il faut continuer à en parler. Il faut continuer à sensibiliser. Il faut aussi essayer d'en parler plus dans les écoles. Parce que c'est là-bas que une grande majorité des élèves, des futurs ados commencent à voir tout ce qui est relation, que ce soit relation sexuelle, que ce soit relation humaine, et ils peuvent aussi en même temps appréhender les définitions comme le consentement, comme la violence. Donc, il faut vraiment revenir sur tout ce qui est éducation dans cette génération-là. À travers ce que tu me dis, je comprends en fait qu'il y a un facteur très important, c'est celui de la socialisation. À travers l'éducation, à travers les endroits où on rentre en contact avec nos pairs, avec d'autres personnes. Est-ce que on peut parler d'un mécanisme de construction justement de ces violences-là dès l'enfance? J'avais déjà parlé de ce sujet-là sur ma page Facebook. C'est que, comme je dis, c'est une continuité. Et de se faire dès notre éducation, on a reçu cette éducation genrée, c'est-à-dire on n'éduque pas les hommes de la même manière qu'on éduque les femmes. Ça favorise en même temps un sentiment d'infériorité et aussi un réveil chez l'homme d'une vérité qui n'est vraiment pas cette vérité-là qu'il faut transmettre. En même temps, on a des hommes qui pensent que pour pouvoir éduquer et pouvoir refaire l'éducation de leur future épouse, ils doivent être violents. Et des femmes qui pensent que si un homme te bat, c'est peut-être parce que tu as déconné et tu le mérites. Donc, dès l'instant-là, on continue à favoriser ce genre de réflexion dans la tête des petits, dans la tête des futurs ados, dans la tête des enfants, des futurs mariés. Ça fait qu'ils pensent que, effectivement, ce qu'ils subissent ou ce qu'ils vont faire subir,
c'est des comportements normaux, c'est des réactions normales. Donc, c'est vrai qu'on est tous dans la continuité. Donc, c'est pour ça qu'il faut casser le mythe. Il faut essayer de faire une rééducation dès le moment, dès l'instant qu'on a des enfants, du tout, éduquer les enfants à ne pas aussi avoir de violence. Parce que on a tendance à dire à un garçon que un garçon doit savoir se battre, un garçon doit savoir montrer qu'il est viril en étant violent, et que un garçon ne doit pas pleurer, par exemple. Et surtout, lorsqu'un garçon est en rapport avec une fille ne peut pas crier sur un garçon ou commencer à battre un garçon et il va supporter. Il faut qu'il la frappe parce que c'est un homme. Donc, dès l'instant, on fait comprendre aux petits garçons que quoi qu'il fera, surtout quoi qu'il fera sur la femme, ça sera justifié. Parce que c'est lui, il est comme le maître, il est comme un être supérieur à la femme. Donc, dès qu'on éduque un petit garçon comme ça, lorsqu'il grandit, il pense effectivement que la violence est normale. Donc, tout est une histoire de continuité, tout est une histoire d'éducation. Je peux faire un lien, enfin j'ai envie de faire un lien avec par exemple les dessins animés, surtout ici en Europe, mais aussi très souvent maintenant en Afrique aussi. Les princesses ont des rôles on attend le sauveur en fait, où elles sont très passives et c'est les garçons en fait qui font les actions. Donc, elles attendent que les garçons viennent les délivrer. Par exemple, Blanche-Neige qui dort, qui reçoit un baiser pour se faire réveiller, La Belle au bois dormant, etc. et tout. C'est qu'il faut un peu limite parler même de la notion de consentement. C'est surtout ça. En fait, une fois, je disais à quelqu'un, c'était pendant un débat et de l'influence de la télévision, des dessins animés, des clips. Parce que même j'ai eu un débat avec quelqu'un sur ça, de tout ce qui est clips, sexistes et tout. Et on me disait que c'est pas à eux d'éduquer en fait les enfants. Et je suis d'accord sur un point, c'est que la télévision vient en fait, c'est pas la télévision qui éduque en fait, c'est plutôt les parents, on est d'accord. Mais la télévision reste un moyen qui influence. Faut dire les choses. Lorsqu'on est catégorisé dans un monde où la télé montre que la petite fille doit tout le temps être en détresse. Toujours celle qui est en détresse et qui doit se faire aider. C'est toujours elle qui doit se réjouir de se faire draguer. Lorsqu'on regarde dans les films, on est tout le temps dans l'attente du prince charmant, de celui qui est super romantique, qui t'aimera et tout. Du coup, on catégorise la femme à se préparer à cette mentalité-là de tout le temps rechercher son futur homme, son futur foyer et toute cette perfection-là. Et c'est très rare de voir des femmes super-héros. C'est très rare de voir des femmes qui, dans les films, finissent seules et qui sont épanouies d'être seules. Et on se rend compte que c'est toute cette petite éducation, ces petits trucs dans les films qui continuent à favoriser en fait ce qui se passe là dans notre société actuelle. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Les dessins animés, même les films et même les clips aussi influencent aussi notre génération. C'est vrai que nous sommes dans une génération qui est de plus en plus connectée et surtout où l'image, les vidéos ont une place très importante. Les réseaux sociaux surtout ont des places qui occupent des places énormes. Parfois, je parle même des réseaux sociaux comme étant un des facteurs de la socialisation actuelle des jeunes. Mais surtout, j'aimerais parler un peu au niveau aussi de la Côte d'Ivoire, justement. Comment est-ce que tout ça se manifeste à travers des chiffres? Il y a des accès à des chiffres, par exemple sur les féminicides, sur le nombre de violences, etc. et tout. Oui. En fait, quand on doit parler de chiffres, c'est qu'on doit déjà reconnaître qu'il y a existence d'un fléau et c'est après ça qu'on commence à analyser. Sauf que dans notre société actuelle, le féminicide même n'existe pas. Les gens n'ont vraiment pas la notion du féminicide. Deuxièmement, les violences conjugales sont banalisées et sont mises dans la catégorie tradition. C'est maintenant qu'on essaie de sensibiliser, de casser ce mythe-là. Et c'est très rare en fait de pouvoir analyser en grande majorité les différents cas qu'on reçoit parce qu'au final, le ministère même ne nous aide réellement pas. Donc si on veut s'attendre à des chiffres, ça veut dire qu'il faut faire un recensement. Et ce recensement-là, c'est pas maintenant que je n'ai toujours pas eu accès à ça. Par contre, je dois dire qu'en 2017 ou 2018, il y a une féministe qui a fait un recensement dans la ville d'Abidjan qui a soulevé qu'il y avait 75% de femmes victimes de violences conjugales. C'est énorme. C'est alarmant en fait parce qu'on se rend compte que avec tout ce nombre, 75, c'est beaucoup. Il y a malgré ça en fait, il n'y a vraiment pas de loi, il n'y a vraiment pas de mise en solution pour tous ces cas-là. Donc, on se rend compte que même quand il y a 15% de femmes victimes de violences conjugales dans une ville comme Abidjan, qui est une ville quand même populaire et peuplée, et malgré ça, il y a le silence du ministère, il y a le silence de l'État. Ça prouve à quel point on est dans une situation très alarmante et il faut vraiment se bouger au niveau de la sensibilisation.
En parlant de cette notion-là de féminicide qui n'est pas encore très courant, est-ce que tu peux nous donner une définition de cette notion-là? Le féminisme, c'est effectivement un thème qui n'était vraiment pas utilisé en Côte d'Ivoire parce que c'est tout nouveau. Ça parle plutôt de meurtre sur la femme en raison de son genre, en raison de son sexe. Donc oui, c'est tout ce qui est meurtre à la femme parce que c'est une femme, meurtre à la femme elle a été violée. C'est la suite aussi de tout ce qui est violence conjugale et violence physique sur la femme. Donc oui, c'est nouveau, mais ça mérite aussi de vraiment être entendu, de vraiment être développé en Côte d'Ivoire parce que oui, les cas sont énormes aussi ici. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple type simple que tout le monde peut comprendre? Déjà, l'exemple papa, parce que c'est l'exemple que c'est le féminicide même en tant que tel, c'est le fait dans un foyer qu'une femme se fait battre par son homme quotidiennement et un matin, il la tue. C'est un féminicide. C'est l'exemple qu'on remarque beaucoup plus parce que c'est les plus grands cas de féminicide en France. Et je pense aussi que c'est pareil en Côte d'Ivoire. Par exemple, là, je sais qu'actuellement en Côte d'Ivoire, il y a toute cette vague-là pour les élections présidentielles qui arrivent, enfin, qui sont en cours. Est-ce que il y a, par exemple, niveau parité, niveau loi, programme, des éléments qui donnent des bons présages pour l'amélioration de la lutte, qui vont en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes? Je n'avais déjà parlé sur ma page aussi sur ce domaine-là parce que j'attendais impatiemment de voir le programme de nos différents candidats. J'ai eu accès seulement à 2 candidats et 2 programmes des différents candidats. Et quand je regarde le côté de la femme, des causes de la femme, je vois que c'est toujours des mots, mais jamais de vrais actes. C'est-à-dire, c'est tout ce que est autonomisation, tout ce qui est indépendance et autres, mais jamais rien sur les violences conjugales, jamais rien sur les violences sexuelles, jamais rien. Et on se rend compte qu'on est toujours dans cette continuité-là de toujours prendre la femme, en fait, comme, comment je peux dire ça, comme un moyen de pouvoir arriver aux élections. C'est un grand, si tu veux vraiment gagner les élections, il faut avoir à tes côtés une grande majorité de femmes parce que c'est elles qui arrivent facilement à convaincre aussi. Mais lorsqu'il s'agit de vraiment poser des actes pour sa cause, il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien et les 2 programmes que j'ai lus, il y a vraiment rien. Quand je vous dis rien, je dis rien. J'ai juste vu des mots tels que l'autonomisation, tels que la scolarisation de la petite fille, qui est quand même bien. Mais ça ne vient pas résoudre le problème même de la Côte d'Ivoire au niveau des violences sexuelles, au niveau des violences physiques. On va dire il y a rien de nouveau quoi, parce que l'autonomisation ou c'est ça. Il n'y a rien de nouveau malgré le fait qu'on ait parlé, le fait qu'on ait dénoncé de nouveaux cas de violence conjugale, de nouveaux cas de violence sexuelle. On s'attendait peut-être de la part de ces candidats, de ces politiciens, une vraie remise en question. Mais là, dans le cas, on n'a rien eu. On n'a vraiment eu que des trucs qu'on avait déjà vus depuis longtemps, tels que l'indépendance de la femme, qui date depuis 2006 par exemple. Mais vraiment rien comme décision prise pour les violences conjugales. Il n'y a même pas de loi qui carrément parle de violence conjugale dans la loi ivoirienne. Il y a peut-être la loi qui parle de viol elle est vraiment très bien et tout, elle a été reprise. Même s'il y a quelques défauts, ça reste bien de vouloir changer certains domaines. Mais on parle pas de féminicide, on parle pas de violence conjugale, ça reste juste des agressions c'est vraiment très limité et banalisé en Côte d'Ivoire. Il y a des chemins qui ont été parcourus, mais il en reste encore beaucoup. Je suis très fière de le dire, c'est que quand je regarde notre évolution de 2018 à 2019 et que je regarde notre évolution de janvier 2020 à maintenant, je vois qu'il y a eu une grande évolution. Il y a eu un grand changement. Les mentalités sont en train de se faire changer. Le féminisme est en train de prendre réellement en Côte d'Ivoire. Négativement, ça c'est sûr, mais surtout positivement. Et on évolue peu à peu, mais on est sûr que dans quelques années, ça va vraiment changer. Les femmes sont prêtes à parler, elles sont prêtes à prendre le pouvoir, elles sont prêtes à reprendre le privilège qu'elles méritent. Et ça, c'est un point qu'il faut soulever, c'est qu'on a fait un très boulot en tant que féministes ivoiriennes sur les réseaux sociaux. On a vraiment sensibilisé et les femmes sont maintenant sûres que si elles ont besoin d'aide, elles auront toujours des gens, des féministes à leur côté. Et il y a de plus en plus d'hommes aussi qui s'éduquent à la question, qui s'intéressent à la question. C'est ça.
il faut que je le soulève, c'est que depuis que j'ai créé le réseau, il y a eu un grand nombre d'hommes qui m'ont écrit. Ça m'a vraiment touchée parce que je m'attendais à recevoir plus de messages des femmes. Et c'est le cas lorsque c'est les cas de victimes, de violences et autres, c'est vraiment plus les femmes. Mais pour des questions, se poser des questions telles que la sensibilisation, telles que le consentement, telles que le viol, les hommes sont venus aussi m'écrire, ils ont essayé de comprendre mieux pour pouvoir ne pas commettre des erreurs. Je me souviens quand j'avais dénoncé le cas de consentement dans le viol, tel que les cas de chat noir. Je sais pas si vous connaissez le chat noir chez vous. Le chat noir, c'est le fait de coucher avec une personne sans son consentement la nuit, en fait. C'est se cacher dans le lit de quelqu'un et venir coucher avec une personne. Et chez nous, c'est beaucoup pris à la rigolade, c'est beaucoup ironisé, évidemment, mais sauf que ça reste des viols. Et quand j'avais fait sortir que c'était des viols, il y avait beaucoup de personnes qui se posaient des questions, beaucoup ont dit non, c'était pas des viols et tout, mais après ils sont venus me poser des questions, est-ce que c'est réellement des viols, pourquoi on parle de viols, parce que peut-être ils ont commis sans le savoir, mais ça reste toujours de l'éducation, l'information. Et c'est ce qui est bien en fait, c'est qu'au-delà de tout ce qu'on dit, on est toujours dans la sensibilisation, dans l'apport, dans le nouveau truc, dans le nouveau moyen de pouvoir communiquer, de pouvoir mieux apprendre sur les différentes causes des femmes. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette notion-là de consentement toutes les deux et probablement dans une autre vidéo qui sera consacrée justement que à cette thématique-là. Mais j'aimerais déjà qu'on puisse un peu en parler pour qu'un plus grand nombre puisse savoir qu'est-ce qu'on veut dire par là consentement. Le consentement, en fait, c'est l'accord qu'une personne donne pour pouvoir avoir un rapport, par exemple. Et donc, pour faire ça de façon simple, que tout le monde puisse comprendre, un oui, c'est un oui. Un non main, c'est un non. Silence égale à non. Non avec force et autres reste un non. Oui avec force et autres reste un non. Donc, dès l'instant où vous n'avez pas de oui expressif, vous n'avez pas de sentiment qu'une personne est réellement d'accord de vouloir avoir des rapports sexuels avec vous, on est directement dans le doute. Et lorsqu'il y a doute, on est dans un manque de consentement et donc dans le viol. Je vais revenir sur un truc aussi pour ne pas oublier. C'est pour ça que coucher avec son partenaire, même son partenaire, je précise, la nuit, sans qu'il y ait de consentement, reste un viol parce qu'il n'y a vraiment pas eu de consentement. C'est ça que lorsque vous avez des rapports sexuels la nuit avec une personne, par surprise, ça reste un viol. Donc, parfois, on peut avoir oui, histoire de que la personne nous laisse tranquille, ça reste un non. C'est ça, parce qu'il y a eu un doute. Et on dit aussi dans le viol, certains rapports sexuels avec contrainte. Du coup, lorsque tu sens qu'à un moment donné, la personne commence à trop forcer, tu te laisses faire, ça reste de la contrainte. C'est pas pour autant que tu as vraiment dit oui. Ça reste aussi un manque de consentement. Quelle peut être la place ou quel rôle peut jouer une personne qui, même s'il n'est pas en Côte d'Ivoire, une Ivoirienne, un Ivoirien qui n'est pas en Côte d'Ivoire, mais ici dans la diaspora, quel rôle peut jouer à la personne? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont limitées ou qui se limitent par rapport à cette situation géographique et voilà. Bah, comme moi, en fait, je suis pas sur le territoire ivoirien, mais je reste connectée. Je fais quand même un bon travail au niveau de mes sensibilisations. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de la situation géographique. Il faut juste savoir ce que tu veux faire. Et lorsque tu trouves ta cause, avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de pouvoir atteindre plusieurs personnes. Tu atteins plus de personnes même grâce à cette plateforme-là, les réseaux sociaux, que lorsque tu es sur le terrain. Donc, il faut vraiment pas se dire que comme on n'est pas sur les lieux géographiques, c'est vrai qu'on est beaucoup limité parce que on peut avoir des cas où on aimerait bien aller sur le terrain pour pouvoir parler avec la personne et tout, mais on peut quand même aider toujours en restant à distance. Et c'est ce que je le fais. Du coup, vous pouvez le faire. Il faut vraiment pas se mettre des limites, donc vous pouvez le faire. Mais bien entendu, il t'arrive aussi de te déplacer sur le terrain, mais c'est pas que tu vis en Côte d'Ivoire, tu vis en France, mais tu arrives quand même à faire bouger les choses, à apporter des choses à la Côte d'Ivoire tout en étant ici en France. Après, moi, j'ai la chance d'avoir des bénévoles autant en Côte d'Ivoire qu'en France. Du coup, lorsque j'ai des affaires qui demandent déplacement, comme les aides financières, comme aussi les collectes de fonds, mes bénévoles d'Abidjan arrivent à se bouger pour pouvoir le faire. On n'est pas du tout nombreux, mais on travaille bien et c'est ça qui est le plus important en fait. Et moi, je suis ici, j'essaie de superviser comme je peux à distance, mais évidemment, sur le terrain, c'est toujours mieux. Mais ne pas être sur le terrain ne veut pas dire qu'on ne peut pas vraiment aider. Je souligne aussi le fait que l'association Le Réseau n'est pas du tout, n'est pas du tout solitaire, si on peut dire ça comme ça. Elle travaille, l'association, elle travaille avec d'autres associations locales.
faut le dire aussi parce que je travaille beaucoup avec d'autres associations parce que vu que je suis limitée, on peut le dire ainsi, lorsqu'on a vraiment besoin d'aide, surtout juridique, ou bien d'aide au niveau de l'assistance directe, contact direct avec les personnes. J'arrive facilement à contacter d'autres associations telles que la Ligue ou l'association Aquaba. J'ai une association aussi qui s'occupe des enfants. Donc, dès que je suis en face d'une mère ou d'une mère victime de violence conjugale avec des enfants, on essaie de travailler ensemble pour pouvoir aider autant la femme et les enfants. Donc, c'est un peu comme le mécanisme qu'on essaie de développer entre associations pour pouvoir en même temps faciliter en fait le travail qu'on fait. Okay, donc là, on parlera de sororité féministe, mais aussi de sororité associative. Oui. Faut dire que la sororité féminine, la sororité féministe est très ancrée dans le féminisme ivoirien parce que on se fait beaucoup harceler, on se fait beaucoup insulter parce que le féminisme n'est vraiment pas quelque chose de positif en Côte d'Ivoire actuellement, faut le dire. Mais on essaie de rester solitaire, c'est-à-dire on essaie de montrer qu'on est unis et c'est notre grande force quoi, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à trouver des moyens de divergence en nous. Parce que c'est vrai qu'en tant que féministe, chacune a ses idées. Mais dès qu'on voit que certains utilisent ça, le fait qu'on ait différentes opinions sur différents thèmes, pour vouloir nous diviser, on reste quand même unis. Et c'est un truc que j'aimerais soulever parce que je suis très fière de mes sœurs féministes et de mes frères aussi pro-féministes parce qu'on se soutient, on reste unis entre les féministes. Okay, donc là, on parlera de la sororité, c'est le fait de l'anglicisme Women Support Women. Donc, le fait de la solidarité féminine, on va dire un émo ou en deux mots pour simplifier la chose. Faut soulever aussi un point très important, c'est que la sororité féminine vient aussi casser tout ce qui est cliché qui ont été imposés aux femmes pour pouvoir être encore plus éloignées, tel que le fait que la femme est hypocrite, le fait que les femmes luttent les mêmes hommes, le fait que la femme déteste l'évolution d'une autre femme, c'est faux. Parce que nous, on est tout le temps en train de s'encourager et on le montre pas, on est tout le temps en train de le prouver sur les sociaux. Lorsqu'une femme évolue, on est très fiers, on met les go girl, go woman power, parce qu'on veut montrer en fait que non seulement on est fier qu'une sœur est en train de se débrouiller, en train de sortir, en train de prouver qu'elle peut faire mieux qu'elle le pense, aussi parce qu'on encourage d'autres sœurs à pouvoir faire mieux. Et c'est ça en fait cette sororité-là que je recherche, c'est aussi cette union des femmes à s'imposer face aux divergences des hommes ou d'autres personnes qui veulent essayer de nous diviser. En tout cas, effectivement, on le voit bien sur les réseaux sociaux. On voit énormément de jeunes femmes qui féministes où même parfois on voit qu'il y a vraiment pas du tout de frontières en fait entre le Mali. C'est ça. Il y a pas de frontières parce qu'il y a eu un cas comme le cas de Sidiki Diabaté. Ça a été pour moi la première preuve que je peux raconter sur une sororité carrément africaine. Parce que lorsque j'ai lancé cet appel à union, j'ai lancé le fait que j'étais seule. Pour moi, j'étais seule. Moi, j'étais seule à devoir défendre ça. Et lorsque j'ai dit, je recherche des féministes maliennes, guinéennes, il y a eu tellement de vagues, on s'est retrouvés en groupe, on a fait des trucs en groupe, on s'est unis, on s'est échangé des informations, on a lutté ensemble, on était très fiers de nous parce qu'on arrivait à atteindre certaines choses que seuls on ne pouvait pas le faire. Et les gens ont été très fiers de cette sororité-là, surtout moi, parce que c'était la première fois de vraiment vivre une sororité plus haute que la sororité ivoirienne que je vivais déjà avec mes consoeurs. Donc, ça m'a montré que, au-delà du fait qu'on soit de différentes nationalités, on reste une grande sororité africaine. J'ai eu des sœurs de Mali, de Guinée, de Sénégal. Franchement, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes et aussi de pouvoir vivre ces sororités-là. Le féminisme, c'est quelque chose qui permet d'avoir une plus grande en fait ouverture au monde, une plus grande tolérance aussi, être beaucoup plus en phase, si on peut dire ça, avec la vie en fait. Et je voudrais juste dire qu'il y a ma consoeur de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Okri Marie-Paul, qui a fait soulever cette citation-là en disant en fait que le féminisme nous rend un peu tolérantes, nous rend mieux en fait, ça nous permet de voir la minorité différemment, de pouvoir se rendre compte qu'on a un peu d'empathie dans les autres parce qu'on sait ce que ça fait en tant qu'une minorité de ne pas être compris et tout. Et effectivement, en fait, c'est tellement ça qui a fait que
en tant que féministe, j'ai décidé de directement m'occuper de la cause de la femme victime de violence parce que c'est une minorité qui est tellement banalisée, oubliée, que j'ai décidé de travailler avec elles, en fait, de les comprendre, de les écouter. Et tout au cours du domaine du féminisme, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir de l'empathie pour les choses que certaines personnes peuvent trouver méchantes, mauvaises, telles que peut-être l'homosexualité, d'autres domaines aussi tels que l'avortement. Avant, je le dis carrément, j'étais grave contre l'avortement parce que pour des raisons religieuses et autres. Mais j'ai commencé à prendre du recul. C'est-à-dire que grâce au féminisme, tu ne réfléchis plus dans une catégorie. Tu essaies de comprendre les autres. Tu essaies de comprendre en fait le chemin des autres, les choix des autres. Parce que c'est ce que même on défend dans le féminisme, c'est de pouvoir laisser la liberté aux femmes de faire librement des choix. Et ça demande aussi qu'on puisse comprendre les choix des autres. Et c'est cette tolérance-là, c'est cette empathie-là qui nous rend meilleurs en tant que féministes. Et oui, le féminisme, ça change en fait. Ça change beaucoup la vision qu'on a de la vie. Une chose que tu viens de dire, c'est qu'on peut être féministe et tout à fait religieuse aussi, ou religieuse. C'est ça. Voilà. Moi, je suis une féministe qui l'assume, je suis une féministe chrétienne et je l'assume. J'ai mes croyances, je crois en Jésus, je suis fière de le dire. Et c'est pas parce que je suis féministe que je suis pour l'égalité entre les sexes que en même temps je refute l'idée que Jésus est mon Seigneur. Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, en fait, c'est ce que je recherche, c'est cette égalité-là. Mais aussi, j'ai une croyance et ça n'empêche pas, l'une n'empêche pas l'autre. Et justement, en parlant de cette partie-là de l'avortement, encore une fois, je pense que voilà, c'est toute une question d'interprétation des textes, voilà, et de leur contexte dans lequel on les tire. Et après, je pense que l'une des grandes choses qui est dit, que ce soit la Bible, la Torah ou le Coran, c'est le fait que personne n'est censé juger son prochain. Et que de toute façon, il y a des choses qui ont été dites à tel moment, mais après, on vit en communauté avec pour qu'on arrive à vivre ensemble. Moi, je vais donner le conseil à tous ces féministes qui, pendant le combat, pendant la sensibilisation, se retrouvent avec des arguments chrétiens, des arguments musulmans, des arguments de la religion. Je veux juste vous faire comprendre que ne vous laissez pas attendre par ça, parce que moi, je dis toujours, dans chaque religion, il y a des domaines que, tant que vous n'êtes pas dans le même contexte, vous ne pouvez pas comprendre. Ne sortez pas les versets, ne sortez pas les paroles hors de leur contexte. Et à chaque fois que les gens l'utilisent, ils l'utilisent pour retourner ça sur une situation. Mais oubliez pas, là, le plus important, c'est que dans la Bible, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, on demande aux gens de pouvoir s'imprégner, de pouvoir respecter les lois qui sont écrites directement dans le pays dans lequel on vit. Et lorsque une loi t'interdit de viol, tu ne dis pas que dans la Bible, ma femme, on demande à ce que je puisse coucher librement avec ma femme ou dans je ne sais quoi on lui dit. La loi parle de viol, tu respectes cette loi-là. Et il faut toujours se dire qu'en tant que chrétien ou religieux, ça n'empêche pas en fait de chercher cette égalité-là. C'est parce que on trouve d'abord l'argument de la tradition et lorsqu'on ne trouve pas l'argument de la tradition, on revient sur l'argument de la religion et après on nous dit ça a toujours été comme ça pour dire oui, c'est pour ça qu'il faut tolérer les choses. Non, il faut casser le mythe en fait et ça ne changera pas. On sera là pour faire une nouvelle sensibilisation. Vu qu'on arrive vers la fin maintenant de cette interview, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'actualité de le réseau et aussi de Ketela? Le réseau actuellement est en train d'essayer d'avoir un centre d'hébergement à Abidjan pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est un centre qui pourra les accueillir le temps de faire une procédure pour qu'elles puissent en même temps trouver non seulement un foyer, mais aussi justice au cas de violences conjugales ou sexuelles. Et à partir de cela, on essaie de revenir aussi sur la sensibilisation, mais des plus jeunes. Donc, dans quelques mois, je crois qu'on aura notre première mobilisation dans un établissement scolaire qui va pouvoir favoriser l'éducation, l'échange entre la jeunesse et notre génération. Et aussi, on pourra non seulement les éduquer sur la notion de consentement, mais aussi de violence. Et puis, Ketela aussi continue d'être une féministe qui compte vraiment essayer de toujours s'accentuer dans cette sensibilisation sur les réseaux sociaux, mais aussi qui compte aussi parler sur les chaînes nationales pour pouvoir être là sur le territoire ivoirien et en même temps faciliter la sensibilisation sur le terrain.
Donc, on va dire que voilà, il y a une actualité qui est très riche et justement par rapport à la construction de ce centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences, j'aimerais bien que, parce que si je me trompe pas, il y a une pétition qui circule. J'aimerais bien justement pouvoir mettre la pétition en barre d'infos. Maintenant, pour finir cette interview en beauté et cette belle interview, c'est est-ce que toi, tu aurais des conseils ou tout simplement en fait des idées de solutions pour arriver à l'amélioration du quotidien de la femme ivoirienne dans la société ivoirienne et aussi pour la lutte contre justement les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Qu'il faut sortir du silence, il faut casser le mythe, il faut vraiment parler, il faut exprimer ce que l'on subit, il faut exprimer ce que l'on ressent. Parce que aussi, le problème, c'est que beaucoup se cachent derrière le fait qu'elles n'ont pas le droit d'en parler, alors que vous avez le droit d'en parler. Nous sommes là, le réseau est là, les associations sont là pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir être à votre disposition, pour pouvoir être aussi là pour tout ce qui est assistance juridique, financière et aussi écoute. Non, n'ayez vraiment pas peur. On est là pour vous et vous êtes là, on est là pour vous et ça a toujours été comme ça. Donc, si vous voulez parler, on est disponible sur les réseaux sociaux, on est aussi disponible au niveau national. Et au-delà de ça aussi, il faut continuer à sensibiliser les plus jeunes sur la notion de violence, mais de consentement aussi, pour qu'il y ait aussi une continuité. Et comme j'aime bien le dire, il faut arriver à comprendre le fait que la violence n'a rien à voir avec le culturel, avec le religieux ou je ne sais quoi. C'est tout simplement un comportement qui a été inculqué depuis des moments et qui continue des générations et des générations. Oui, comme j'ai dit, il faut casser le mythe. Il faut vraiment pas rester dans cette histoire de tradition pour continuer à subir. Non, il faut casser le mythe. On est une nouvelle génération qui sait ce qu'elle vaut et c'est pour ça, il faut vraiment qu'on continue encore à faire une campagne pour que les femmes puissent sortir du silence, mais aussi les hommes aussi puissent comprendre tout ce qui est notion de violence et de consentement. Donc oui, on sera là pour faire la sensibilisation, mais aussi pour écouter les autres. Donc, messieurs, vous avez tout à fait votre place dans ce combat-là. Les femmes et les hommes, nous sommes faits pour être en partenariat, en collaboration complémentaire. Donc, chaque combat, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat de tout le monde. Le féminisme, c'est un combat de tout le monde. Et la lutte contre les violences faites aux femmes, ça rend aussi service aux hommes parce que justement cette éducation genreux ne porte pas préjudice qu'aux femmes, aussi aux hommes. Parce que les hommes n'ont pas le droit de pleurer. Si Dieu nous a fait en ayant des yeux et en ayant des larmes, c'est que tout le monde peut s'en servir. Il y a une utilité. Effectivement, ça faut soulever le fait que l'éducation genrée ne défavorise pas seulement la femme. Au contraire, en fait, c'est les hommes qui ont plus à apporter au niveau de la masculinité toxique. Une virilité qui les catégorise dans un domaine où, quand ils n'ont pas envie, ils se sont obligés de devoir être pour qu'on les traite et qu'on les considère comme de véritables hommes. Donc, oui, ça, c'est une éducation qui fait du mal aux deux parties. Donc, c'est un combat qui demande autant que ce soit les femmes ou les hommes. C'est pour ça qu'on a les pro-féministes, on a des féministes et on a des hommes aussi dans mon association qui continuent aussi, qui nous aident à sensibiliser, mais aussi à écouter les femmes victimes de violences. Donc, c'est vraiment pas un combat qui concerne uniquement la femme, ça concerne tous les êtres humains. Et je dirais même que ça rend même certains cas de violence très compliqués à défendre, très compliqués à mener au devant de la scène, les violences faites aux hommes, parce que beaucoup n'osent pas en parler et aussi beaucoup ont peur en fait de la réaction des autres. Donc voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est un combat de tout le monde et ça n'a pas il n'y a pas justement de sexe dans ce combat-là, il n'y a pas de genre dans ce combat-là. On lutte contre cette notion-là de classification des sexes. Voilà. Donc je te remercie beaucoup. Je sais pas si tu as un dernier mot. Merci à toi aussi. Puis bon courage aussi pour ta page. Franchement, force à toi. Si comme moi, vous avez trouvé cette interview instructive et surtout que vous avez été impressionné par l'engagement de Ketela Soroko, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. Surtout, restez connectés. La semaine prochaine, nous allons dans un autre pays. Pourquoi pas sur un autre continent? Alors, restez connectés. Portez-vous bien. Period.